Parfait. Donc, bonjour à tous pour ce nouveau podcast. On a changé les rôles aujourd'hui avec Frédéric. Donc, aujourd'hui, c'est moi, Yvan, qui vais tenter d'animer, moins aussi brillamment que Frédéric, ce qui n'est pas gagné. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet sur la prévention et la santé dans l'entraînement. C'est un sujet important. Mais sur le terrain, en fait, on voit quand même pas mal d'athlètes qui sont cassés un peu, beaucoup. Pas passionnément malheureusement. Donc aujourd'hui pour ce podcast, bon, on va intervenir Frédéric, Christophe et Julien qui vont donc se présenter. Certains sont connus, d'autres un peu moins. Donc à vous les gars. Je vais commencer du coup. Oui, Fred, c'est bien aussi. Bon, Frédéric, j'ai cru que tu étais en train de me punir, tout ça, quand tu m'as appelé comme ça. Donc voilà. Donc oui, nous changeons les rôles aujourd'hui avec Yvan. Je suis bien dans mon rôle de consultant aujourd'hui, donc salarié du comité départemental d'athlé, entraîneur à l'US Ivry, et avec quelques missions d'accompagnement fédéral. Bonjour, donc Christophe, un des trois hôtes principaux de ces podcasts-là. Également salarié au comité du 94 avec Frédéric. Je m'occupe principalement de l'axe de développement avec le pôle d'entraînement à l'INSEP pour l'ensemble des clubs qui souhaitent du Val-de-Marne et la création de meetings, d'organisation pour des sessions de tests pour les enfants dans l'été. Voilà, le principe étant de dynamiser un peu l'athlétisme, lui redonner un peu le côté piste nécessaire à sa visibilité, toute génération confondue, du plus petit au plus âgé. Et également, j'entraîne à Joinville le saut à la perche. Donc, je me présente, bonjour à tous. Julien Lourde, moi, je suis un ancien athlète. J'ai fait plus de 10 ans d'athlétisme, notamment beaucoup de saut en longueur, avec Fred un petit peu. Je suis également ostéopathe qui s'efforce de travailler avec les données de la science. En plus de ça, je suis étudiant en kinésithérapie, là, actuellement en troisième année. Bienvenue, Julien. Bah, Merci. Bienvenue Merci parmi pour nous, l'accueil. Julien. Ça fait merci plaisir de Julien. te revoir, de te retrouver dans un autre contexte que celui où je te dis fais ci, fais ça. Donc Frédéric parle de contexte. On va donc le replacer un petit peu sur nos interrogations. On va essayer de se rappeler un petit peu. On parle souvent de sport, compétition, nos pauses, sport, compétition, sport loisir, sport santé. On entend des phrases un peu toutes faites, culturelles. Le sport de compétition n'est pas bon pour la santé. Voilà. Parfois même, il est même mauvais. La santé d'abord, quand on évoque les sujets. Mais en réalité, est-ce qu'on peut raisonnablement opposer santé et performance quand on entraîne des athlètes compétiteurs? Telle est la question que on va se poser pour commencer. Et qui de mieux que Christophe pour lancer les débats? Christophe? Ouais. Bah écoutez, moi de par mon vécu, en fait, j'ai cette capacité à me projeter, puisque en ayant un petit niveau sympathique quand j'étais dans l'athlétisme jeune, avec quelques sélections et effectivement quelques podiums nationaux, là, j'ai pas été soumis à une carrière vraiment sur un trait. J'ai eu beaucoup de blessures, en plus dans une discipline qui est très compliquée, le saut à la perche, avec beaucoup de contraintes physiques et mentales. Et peut-être qu'on en reviendra sur ces deux aspects qui peuvent souvent se lier par rapport aux blessures. Aujourd'hui, entraîneur et entraîneur de jeunes qui sont de niveau régional et interrégional. Donc, j'ai pas des stars avec moi, mais par contre, on retrouve exactement les mêmes problématiques que sur des gens qui ont un très très haut niveau. Donc, de ce fait-là, les interrogations, elles sont complexes parce que si quelqu'un qui s'entraîne beaucoup est soumis à plus de contraintes forcément, mais qu'on retrouve aussi des pathologies chez des gens qui s'entraînent très peu, en fait, on se demande par quel biais on va pouvoir attaquer le sujet et comment on va pouvoir mieux les accompagner. Parce qu'il y a tout ce qu'on traite depuis certains podcasts là sur la préparation physique, sur le suivi, mais par contre, toujours ce petit truc, moi, qui me reste en tête, la connaissance de l'individu
Voilà, on peut faire des tests, comment dire, physiques dans tous les sens. Mais je pense que Julien nous apportera un éclairage aussi sur le côté originel de la chose chez les gens, puisque on est parti d'un tout petit point et ce point s'est agrandi pour devenir un être humain avec certaines capacités. Et est-ce qu'on a tous les mêmes capacités au départ? Est-ce qu'il y a des points de blocage qui font qu'à un moment, ça peut intervenir et venir gripper la machine? Est-ce que on pourrait détecter des capacités différentes chez les uns et chez les autres, mais des profondes, hein, pas les capacités fondamentales dont on parle depuis certains podcasts là. Mais il y a des choses effectivement qui peuvent peut-être poser des interrogations sur la manière dont on va pouvoir entraîner avec les gens qu'on va avoir, qui vont venir nous solliciter justement pour l'entraînement, puisqu'on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur passé dans la plupart des cas. Ils arrivent soit jeunes, sortis d'une école d'athlètes, ou venant d'un autre club un petit peu plus tard. Enfin, il y a plein de choses qui font que nous, pour ma part en tout cas, je suis très souvent dans l'inconnu et je découvre les gens et c'est tout au long de cette découverte que les problèmes peuvent intervenir ou s'accumuler. Donc voilà, moi, mon interrogation, c'est plutôt ça, c'est qui on est et comment aujourd'hui on pourrait prévenir en partant d'une logique très simple pour finir. C'est que par exemple, dans la médecine chinoise, on intervient toujours avant les maladies. On prévient les gens de telle ou telle maladie. Nous, on est toujours dans quelque chose qui est récurrent derrière une problématique. Donc, effectivement, dans quel sens on prend le sujet? Est-ce qu'on va faire de la connaissance et de la prévention? Ou est-ce qu'effectivement, à un moment, on constate une problématique et on essaye d'intervenir, mais par contre, on aura très peu de levier sur le passé de la personne. Frédéric? Oui, bah pour rebondir un petit peu sur ce que Christophe disait, c'est vrai que aussi nous, dans nos pratiques quotidiennes hein, de club, on peut être amené aussi à entraîner différents niveaux avec des gens qui vont avoir un niveau de compétition et d'expertise qui est assez poussé et d'autres personnes qui vont plutôt être là pour une pratique, on va dire, de bien-être. Voilà. Et à la fois physique et à la fois psychologique. Et tout l'enjeu, c'est que chacun puisse se retrouver. Et euh, la prévention, en fait, qu'on va mettre en place, c'est prendre effectivement aussi en considération le projet de chacun. Comme l'a dit Christophe, la connaissance de l'individu, elle est importante. Elle est même capitale, en fait, par rapport à l'engagement qu'on va pouvoir mettre dans la pratique ou par rapport au degré d'exercice qu'on va pouvoir mettre en place. Moi, cette idée de la pratique curative, je la trouve plus que pertinente parce que c'est aussi la connaissance de la discipline. Et donc, on va préparer des corps à des impacts, à à des exigences que les disciplines demandent. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la spécificité en fait de la pratique. Et la spécificité de la pratique, c'est quoi finalement? C'est la pratique pure que tu pratiques. Par exemple, le saut à la perche, eh bien, la spécificité, c'est de sauter à la perche. Et donc, le but du jeu, c'est de préparer les gens à sauter à la perche sans se blesser, de manière sécuritaire. Et c'est la même chose eh ben, pour toutes les disciplines, que ce soit le 100 mètres, le 10 000 mètres, et ainsi de suite. Mais c'est également la même chose pour moi, pour toutes ces pratiques un petit peu de bien-être qu'on pourrait assimiler à du loisir, mais qui en fait n'en sont pas. Ça reste du mouvement. Le seul chose qui change, finalement, c'est l'objectif et le pourquoi on fait telle chose. Est-ce que je la fais pour être performant et donc là, je vais aller chercher des limites et au-delà de mes limites, ou est-ce que c'est pour chercher un bien-être physique, bien-être social, bien-être mental? Et à partir de là, je pense qu'effectivement, là, tu peux poser un continuum dans le cadre que tu vas poser au quotidien avec les gens que tu dois encadrer. D'accord. Donc, si je résume, Christophe, lui, il parle beaucoup des individus et toi, tu cibles plus sur entre guillemets, la pratique, enfin, une réflexion sur la pratique. Ça me fait une bonne transition par rapport à Julien de manière très pragmatique. Lui, dans ta pratique, Julien, euh, qu'est-ce que tu vois comme blessures récurrentes qui reviennent systématiquement ou de manière répétée, de manière très ouverte, mais en tout cas sur ton expérience? Alors déjà, dans un premier temps, il faudrait un petit peu définir les termes pour être sûr qu'on parle tous de la même chose.
Je trouve que le terme de prévention, c'est pas le plus approprié, mais on va quand même l'utiliser aujourd'hui. Quand je vais parler de prévention, c'est vraiment le fait de mitiger le risque qu'une blessure va arriver. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, du moins pour le moment, en 2026, on n'a toujours pas de manière de pouvoir prédire la blessure d'une personne. Donc, je ne peux pas être sûr à 100% qu'un athlète, parce qu'il utilise une certaine technique ou même parce qu'il gère mal son volume d'entraînement, va se blesser. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que la blessure va arriver. La blessure arrive lorsqu'il y a une inadéquation entre les contraintes qu'on va appliquer sur un tissu et ce que le tissu va être capable de tolérer. Si je peux donner un exemple, moi actuellement, je ne fais pas de course à pied. Si demain je vais courir un marathon, bien sûr que j'ai beaucoup de chances de me faire des blessures. Encore une fois, on n'est pas sûr à 100% parce qu'on ne peut pas le prédire. Une fois qu'on a ces deux informations en tête, enfin ce ratio en tête entre donc, la contrainte et la capacité du tissu en question, là déjà, on peut savoir ce qu'on peut mettre en place en fait de manière quotidienne dans l'entraînement en fait pour pouvoir réduire comment dire, enfin mitiger ce risque de blessure. Première chose qu'on peut commencer à faire pour mitiger ce risque-là, c'est de gérer le volume. Pour le coup, il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet. Il y a eu pas mal d'études faites sur le sujet, notamment avec ce qu'on appelle le working load ratio. En français, c'est le ratio de la charge de travail. En fait, on compare simplement la charge de travail qui a été faite sur une semaine par rapport à la charge de travail qui a été faite sur le mois. Et ça nous permet d'avoir un ratio qui nous permettrait de savoir si l'athlète est plus ou moins à risque. Donc en fait, pour faire simple, on sait maintenant en fait que quand on augmente de plus de 30% l'entraînement, la charge, le volume d'entraînement d'un athlète, ou quand on diminue de 20%, il a plus de chances de se blesser. Ça, c'est déjà une chose à avoir en tête. Typiquement, je pense aux athlètes qui reviennent de vacances et qui ne se sont pas entraînés de l'été et qui directement veulent reprendre l'entraînement 5 fois par semaine avec une grosse intensité. On sait qu'à ce moment-là, ils vont être plus à risque de se blesser. Deuxième paramètre sur lequel on peut jouer déjà par rapport à ça, ça va être aussi la capacité du tissu qu'on peut modifier. Pareil, il y a des études par rapport à ça. On sait que il y a une étude qui a été faite par la FIFA. Ils ont mis en place un protocole où ils ont entraîné des joueurs qui étaient de base souvent blessés, et on se rend compte que lorsqu'on leur fait un entraînement qui mime les conditions qu'ils vont avoir sur le terrain, on arrive à réduire les blessures de 30%. Et si je peux donner un exemple par rapport à l'athlétisme, c'est typiquement le sauteur qui va avoir un championnat. Il y aura 6 sauts de la compétition. Il va sauter 6 fois. Mais juste avant ça, potentiellement, il va faire des sauts d'échauffement. Si à l'entraînement, je fais max 2 courses d'élan avec saut, eh ben, je sais qu'il ne sera pas prêt à enchaîner 8 sauts le jour de la compétition. Donc, pour revenir à la question initiale, après avoir posé un petit peu les bases déjà par rapport à ce qu'on peut faire pour mitiger le risque de blessure, la première chose que je trouve qui revient de manière récurrente, c'est le manque d'informations. Déjà, quand on sait, quand on a les informations par rapport à ce qui nous arrive, on sait déjà ce qui va ce qui va nous arriver, pardon. Euh, je vais vous parler de la blessure des ischio-jambiers parce que c'est la plus récurrente. Pour le coup, on a pas mal de chiffres sur les lésions des ischio-jambiers chez les athlètes. Je trouve que certaines personnes font un peu de la rétention d'informations. En fait, les gens ne communiquent pas assez avec les coachs, on ne donne pas assez d'informations avec les coachs. Et donc, souvent, ils sont un petit peu perdus sur comment gérer l'athlète, pourquoi lui a plus tendance à se blesser, pourquoi l'autre a plus tendance à ne pas se blesser. Typiquement, si je vous parle de facteurs de risque, je vais définir pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne. Un facteur de risque, ça va être une, un paramètre qui va être plus présent dans une population pathologique que dans une population saine. Par exemple, si je prends un groupe de 100 personnes qui ont un cancer des poumons et un groupe de 100 personnes qui n'ont rien, il y aura plus de fumeurs dans le groupe où il y a des cancers des poumons. Donc, chez la blessure la plus récurrente, donc les ischio-jambiers, on a des facteurs de risque qui ont été mis en avant. Les deux principaux, ce sont des facteurs de risque qui sont non modifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire en fait pour les influencer. Le premier, loin devant, c'est les antécédents. Donc déjà, on sait qu'un athlète qui s'est déjà fait mal aux ischios ou même qui a eu une blessure importante sur le membre inférieur, exemple ligament croisé ou même qui s'est fait une rupture d'un tendon, aura bien plus de chances de se refaire une blessure aux ischios à l'avenir. Ça, c'est le premier facteur de risque. Deuxième qui est important, c'est l'âge. Ça fait un peu mal à,
Ça fait un peu mal au cœur, mais dès qu'on dépasse 23, entre 23 et 25 ans, c'est vraiment le moment où on a le plus de chances de se faire mal au ischio-jambier et ça augmente avec l'âge. Mais ce qui est positif, c'est que les autres facteurs de risque qui sont modifiables, notamment la force max pardon, au niveau des ischios et également la gestion du volume. Donc déjà, si l'athlète et le coach sont au courant qu'il faut, enfin, quels sont les facteurs de risque pour gérer une blessure, enfin, les facteurs de risque pour l'apparition d'une blessure au niveau des ischio-jambiers, ça leur permettra déjà d'en amont pouvoir faire quelque chose. Et deuxième chose que je trouve récurrente, vraiment très récurrente, c'est de manière générale le manque d'informations, le manque de data. J'ai pas de données en fait sur les athlètes. Les athlètes viennent me voir et ils me disent voilà, chaque année, je me fais mal. À ce moment-là de l'année, c'est quand je remets les pointes, par exemple. Je dis une bêtise. D'accord, mais qu'est-ce qui change quand tu remets les pointes? Ah bah juste, je remets les pointes. Mais qu'est-ce qui change dans l'entraînement concrètement? Ben, en fait, les gens ne savent pas. Et il n'y a pas de traces, il n'y a pas de notes. Ce qui serait vraiment super intéressant, c'est de savoir en fait précisément qu'est-ce qui a changé dans les semaines avant l'apparition de la blessure. Et en fait, on pourrait simplement mettre comment dire, une définition sur une cause en fait à la blessure qui est arrivée. Donc c'est ces deux choses-là qui reviennent très souvent. Et c'est des mécanismes qui peuvent toucher plein de blessures. En fait, ça peut être traumatique ou même une blessure de surutilisation, comme des tendinopathies par exemple. Ok. Euh, on parle de data. Christophe, toi qui es le spécialiste data du trio, ça t'inspire quelque chose? Ouais, spécialiste, non, moi je m'interroge surtout, effectivement, parce que le constat de Julien, il est lourd. Quand on parle de rétention, moi j'ai vécu ça pendant 20 ans, la rétention d'informations. Parce qu'on est sur des sujets où effectivement, le savoir était important à titre personnel. C'était l'aura de l'entraîneur. Donc, ouais, l'aura de l'entraîneur, elle doit émaner sur ou se projeter sur les résultats des athlètes. Et effectivement, ce qui serait positif, c'est de le partager. Donc, moi, j'ai fait partie d'une génération où on discutait un petit peu, mais pas ouvertement comme aujourd'hui. Et ce qu'on essaie de faire avec ce qu'on a mis avec Fred en place là, Perf 94 au sein de l'INSEP là avec un étudiant master cette année qui nous accompagne au comité, où effectivement on va chercher de la data, où effectivement on essaye d'avoir de l'information récurrente, positive, ou en tout cas analytique, pour pouvoir faire évoluer les choses. Maintenant, moi, si je reviens sur deux points, bah, c'est ce que j'ai dit en premier, c'est quel bilan, est-ce qu'on fait un bilan pré-entraînement sur les gens, parce que savoir qui ils sont, je reviens bien sur qui ils sont. La discipline, on va la maîtriser. On a des grandes théories. Voilà, aujourd'hui, il y a de la documentation sur tout bah, et très effective. Par contre, là, le manque, là où on n'a pas d'information, c'est sur l'individu en lui-même. C'est-à-dire, voilà, ses vraies capacités. Et alors moi, je prône toujours les capacités fondamentales là, sur comment dire, la vitesse, la souplesse, l'endurance, la force. Mais il y a aussi tout le métabolisme, enfin pas le métabolisme. Là, j'étais en train de lire un document qu'a fait un autre ostéo ce matin là sur le tennis, parce que j'ai longtemps touché au tennis. Et effectivement, c'est sur tout ce qui est structure squelettique fibreuse haute. C'est-à-dire qu'à la base, on n'a pas de cœur, on n'a pas de pied, on n'a pas de doigts de pied. Voilà, on a juste des fibres qui se développent. Et ces fibres-là, elles vont faire une enveloppe générale qui va contenir l'ensemble de notre corps. Et si effectivement il y a des contraintes, alors moi je l'ai vu personnellement j'ai eu un petit garçon il n'y a pas très longtemps, et quand sur les derniers jours, il y avait plus de liquide amniotique du tout, et il était complètement compressé. Et en définitive, l'accouchement s'est très bien passé. Merci pour tout. Tout va bien. Mais par contre, on a dû vraiment travailler très rapidement sur le soulagement de cette structure capsulaire qu'il avait, parce qu'effectivement, ça crée des contraintes. Et c'était des vraies contraintes. C'était des contraintes osseuses crâniennes, c'était des contraintes osseuses avec la tête, enfin des contraintes musculaires, musculo-tendineuses. Enfin, il y avait plein de contraintes. Et en 2, 3 séances, on a réussi à tout relâcher. Alors, ça va pas être un être humain sur génial. Il est juste revenu dans un état quasi, entre guillemets, normal, qui lui va lui permettre d'évoluer et de faire évoluer effectivement toute sa structure musculaire, squelettique, organique. Donc, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, voilà, on le traite avec mon ami, là, il est en train de travailler sur le sujet. Moi, je fais un peu office d'expérimenteur sur moi-même et sur des proches.
pour voir effectivement les bienfaits de ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a un moment ce petit indicateur de qui on est pour pouvoir aller vers ce qu'on veut faire. Avec effectivement, comme disait Fred, bah, toute la notion d'approche sur l'entraînement qui va venir impacter la construction de son projet à court, moyen et long terme selon le projet qu'il a. Mais très sincèrement, voilà, des datas, on en a très très peu. Alors, il y a des systèmes qui existent en Belgique, il y a des systèmes d'analyse du mouvement, etc., qui sont faits par des kinés. Il y a d'autres choses qui existent sur lesquelles je suis en train de réfléchir aujourd'hui pour aller dans le sens de ce qu'on veut faire avec PAF 94 et l'accompagnement qu'on veut faire avec nos athlètes. Mais moi, je suis persuadé que, comme disait Julien, il faut pas être étonné des blessures. On sait contrôler la charge, on sait contrôler l'environnement en partie, hein, sur le temps qui nous est donné en tant qu'entraîneur. Parce que voilà, quand il y a 2 heures d'entraînement, il y a quand même 22 heures en dehors. Donc il faut voir aussi ça, hein. Tu sais, quand tu vois les gens qui veulent faire que du travail dynamique de pied, alors qu'ils arrivent comment dire, en claquettes chaussettes, en traînant les pieds toute la journée, excuse-moi, mais tu as passé 20 heures à traîner les pieds, tu viens faire un truc pendant 20 minutes et tu crois que tu vas développer une qualité. Bah non, tu es juste en train d'essayer de rattraper un millième de tout ce que tu as fait de pourri toute la journée. Donc voilà, et cette notion-là, elle est super importante. Parce que le travail fantôme qu'on a aussi sur toute notre journée, il vient impacter le travail que techniquement ou fondamentalement on veut mettre en place dans nos entraînements. Donc la data, bah moi je suis comme Julien, j'attends de voir. Euh, je sais que par exemple, dans un club où j'étais précédemment, il y avait une athlète qui se blessait tout le temps aux ischios, on en revient à là. Et moi j'avais dit aller directement test sur Biodex avec une analyse euh, sur ouais, une analyse antéro-postérieure pour voir Mhm. effectivement la contrainte de charge gauche-droite et répartition donc antéro et postérieure. Bon, bah voilà, moi, ça avait été refusé comme projet, mais voilà, ça a duré, la gamine, elle a duré, voilà, pendant 4 ans, elle a continué à avoir des problèmes. Je pense qu'à un moment, on est susceptible de pouvoir accompagner les gens avec des choses qui existent. Et puis, il y a ce phénomène-là. Je ne sais pas si Julien, lui, fait des tests et s'il est capable de dresser des profils, mais c'est ça qui est super intéressant. C'est que nous, on est le profil de la personne qui puisse s'adapter à notre philosophie d'entraînement ou, encore mieux, à ce que la personne est capable de faire dans notre philosophie d'entraînement. Parce que c'est encore 2 axes différents. Il y a ce qu'on est sûr de faire pour la discipline, parce qu'on sait ce qu'on fait les meilleurs. Et puis, il y a ce que le mec, il va pouvoir faire avec ce qu'il a, quoi. Et donc, par contre, il faut définir ce qu'il a. Parce que si effectivement, on est persuadé que notre protocole va venir se caler sur tout le monde, on se bourre, on se bourre. Donc, forcément, derrière, bah, il y a des risques. Juste pour finir, et c'est là où c'est intéressant, c'est il y a 4-5 ans, j'avais un pote qui était kiné de l'équipe de France jeune de hockey sur glace. Et il est parti en Autriche chez Red Bull. Et tous les footballeurs, je reviens à ce que disait Julien sur l'étude de la contrainte de charge et du potentiel, tous les matins, comment dire, le staff mettait en place un protocole test de prise de lactatémie pour les gamins pour définir la charge d'entraînement quotidienne. Moi, comme tu dis, moi, je kiffe ce genre de truc. Il m'a raconté ça, j'étais comme un dingue. Je sors du cabinet, je vais en parler à des potes, ils me font, oh là, c'est pas du sport. C'était le sport d'aujourd'hui. Et si on ne prend pas compte, si on n'en tient pas compte, voilà, on voit les Hollandais qui font des tas de vidéos en ce moment avec leurs athlètes, avec des prises de lactatémie tous les jours. Donc sur chaque séance, parce qu'effectivement, ça va définir des contraintes de charge sur le corps qui font qu'à un moment, on passe des seuils qui sont plus tolérables sur le cycle qu'on est en train de faire et sur lequel il faut tout de suite mettre des stops ou aller plus loin parce qu'effectivement, on n'est pas dans les seuils qu'on cherche, alors que la personne, elle est capable de. Donc voilà, cette analyse fine, elle vient parce qu'effectivement, comme disait Julien, la data, et la data, elle est super importante dans la gestion. Après, il y a nous, ce qu'on sent, ce qu'on voit en termes d'entraîneurs pour certains qui ont pratiqué ou d'autres qui ont fait de grandes études et qui ont combiné effectivement leur savoir sur le terrain et effectivement bah, des colloques, des trucs, etc. Et beaucoup de rencontres à l'extérieur. Moi, aujourd'hui, je reste sur mon périmètre, hein, c'est-à-dire la France, et je discute beaucoup avec les gens, et je vais vers, c'est pas des chercheurs, mais c'est des gens qui trouvent.
donc des trouveurs pour répondre à mes solutions, à mes problématiques. Donc j'amène des problématiques et je vais voir des gens qui sont susceptibles de me donner des outils de. Donc là, c'est ce que je suis en train de consolider. Mais de toute façon, là, le sujet aujourd'hui de la santé, bah, je pense qu'il va être longuement, comment dire, longuement étudié où Julien pourra nous donner des pistes parce qu'effectivement, il y a la base de départ sur laquelle on a peu, voire très très peu d'informations. Ok. Du coup, Fred, euh, la question que j'ai envie de te poser aussi, c'est comment ça se passe après, concrètement? Parce que, comme disait Christophe, on a que 2 heures sur 24 heures, donc une journée. Mais en même temps, est-ce qu'on doit considérer que nos seules 2 heures ne peuvent pas grand-chose face aux 22 heures dans lesquelles l'athlète, l'individu, évolue? Alors, si ça, tu peux influer forcément et il faut tenir compte de l'impact de ta séance. C'est là où, euh, disait Julien, est aussi pertinent. Il faut tenir compte de ce qu'est la charge d'entraînement finalement. Et quelle est la charge aussi de la journée des athlètes. Le gamin qui est en cours toute la journée, il n'a pas la même charge que mon commercial en magasin ou que bah, l'infirmière ou etc., etc. Donc ça aussi, tu vois, ça va être des adaptations un petit peu en fonction du train de vie de chacun, j'ai envie de dire. Pareil, au niveau de l'âge, on va pas entraîner la même personne lorsqu'elle a 25 ans ou lorsqu'elle a 30 ans, tu vois. Parce que c'est pas les mêmes contraintes et c'est plus les mêmes personnes. 50 et ton système d'entraînement, il a changé. Donc ça, c'est des choses à prendre forcément en compte. Avoir conscience que oui, ton système d'entraînement doit soumettre des gens à des contraintes. Et le raisonnement qu'il faut avoir, c'est quel type de contraintes, à quel moment et pourquoi faire. Est-ce que tous les jours, ça doit être la même contrainte? Est-ce que je dois la faire varier? Euh, le degré d'intensité. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent jouer. Comment est-ce que je fais évoluer tout ça? Est-ce que je fais évoluer ça toute l'année, tout le temps? Ou au contraire, est-ce que j'essaye de faire des choses qui ondulent, qui se modulent en fonction bah, justement des individus que j'ai en face de moi? Et en fonction bah, justement de leur train de vie. On rappelle, hein, on reste dans un cercle de clubs, amateurs. Les personnes qu'on a en face de nous, c'est rare qu'elles soient dédiées uniquement à l'entraînement et lorsqu'elles rentrent chez elles, elles ne fassent que de la récupération. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, euh, n'est pas viable dans les systèmes que nous avons. Euh, donc oui, on doit tenir ça, on doit avoir ça en tête et tenir en compte dans nos séances, dans les exercices qu'on va proposer. Alors pour faire ça, il y a plusieurs choses. Il y a déjà se former en tant qu'entraîneur, ça c'est une évidence. Il y a bah, bien connaître sa discipline, échanger régulièrement avec ses athlètes, euh, savoir faire des testings, mais pas faire du test juste pour du test. C'est recueillir de l'information et savoir l'utiliser pour l'intégrer dans un système qui va s'adapter à l'athlète. Je pense que globalement, euh, quand on est entraîneur, effectivement, on a une vision idéaliste de ce que doit être l'entraînement et de ce que doit être enfin, la manière de progresser, on va dire ça comme ça, dans nos disciplines, mais que ce fonctionnement-là et ce point de vue-là, si tu veux, comme disait Christophe, c'est pas tout le monde qui rentre dedans. Donc, par moment, il faut accepter d'aller à l'antithèse et à l'opposé de ce que nous, on pense être correct pour que ça puisse correspondre à un autre profil et à un autre type de personne. Donc, toujours Très essayer bien. de voir ouais, d'être un petit peu dans ce système accordéon de yo-yo, quoi. Voilà. Alors, du coup, ça pose une question quand même, c'est la question de la prévention ou de l'information. Comme disait Julien tout à l'heure, il peut y avoir de la rétention d'informations. Maintenant, même s'il n'y a pas de rétention, quand est-ce qu'on la donne? Sur quelles personnes sont réceptives comment dire, à l'information en termes de prévention? Par exemple, Julien, quand tu reçois du monde, enfin
notamment en ostéopathie, tu dois forcément faire aussi un peu de prévention, ou en tout cas voir des choses périphériques à ce pourquoi les gens viennent te consulter. Est-ce que là-dessus, il y a un sujet aussi, parce que finalement, les gens, ils viennent pour se faire soigner, c'est ce que disait Christophe tout à l'heure avec la médecine chinoise, mais pas forcément une fois qu'ils sont soignés, bah, est-ce qu'ils reproduisent pas les mêmes erreurs après? Comment ne pas les reproduire aussi? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des phénomènes presque de saison, même si on va pas oublier le côté, parfois le côté accidentel aussi. Donc, ta réflexion là-dessus? Ouais, plusieurs choses à dire. Déjà, ça me permettrait aussi de compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais pas mal de data. Bon, on n'a pas forcément les moyens qu'ont forcément d'autres équipes étrangères, dans d'autres pays. Ce qu'on peut mettre en place simplement, parce que pour moi, c'est vraiment ce que je retrouve, allez, 90% du temps, ça va être un souci avec de la charge d'entraînement qui va être mal gérée. Euh, donc, ce qu'on peut mettre simplement pour avoir une idée du volume, ça peut être typiquement une distance de sprint, qui va être le facteur numéro un. En fait, faut se dire que le sprint, pour les ischio-jambiers notamment, c'est le remède comme le poison. En fait, c'est la dose qui va nous dire si c'est bon ou pas pour un athlète. Donc, ça peut être une distance en sprint, ça peut être un temps d'entraînement, ça peut être un nombre de kilos qui vont être soulevés sur une semaine. Toutes ces informations qui peuvent être utiles pour voir comment est-ce que l'athlète progresse tout au long de la saison. Je me suis un peu égaré. La question, c'était, parce qu'il y avait, il y avait beaucoup de Et choses. à quel moment tu vas pouvoir faire de l'information, de la prévention? Oui, l'inform. Ah oui. Alors moi, je parle de mon expérience, que j'étais un peu dans le rugby. Dans le rugby, il y a beaucoup de joueurs qui finalement sont très attentifs quand la blessure arrive, se promettent après d'être très attentifs, et puis bah oui, ça dure le temps de la guérison, quoi. Ok. Moi, tout ça, ça se passe en consultation. Déjà, faut comprendre que, allez, la plupart du temps, quand je fais une consultation, j'envoie toujours un petit message au coach pour lui expliquer tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui conseille. Et enfin, j'écoute beaucoup les athlètes parler pour pouvoir rebondir sur pas mal de détails. En fait, il faut comprendre que le corps encaisse et des fois, il est un petit peu fatigué. Et quand il est fatigué, il envoie quelques signes. Typiquement, l'histoire des crampes, parce que j'ai eu ça récemment en consultation, un athlète qui vient avec pas mal de crampes. Les crampes, il faut comprendre que c'est pas une histoire d'eau ou autre, c'est vraiment le système nerveux qui sature. C'est totalement nerveux en fait. Typiquement, le sprinter qui va faire beaucoup de compètes, beaucoup d'entraînements lourds, etc. À partir du moment où il voit qu'il commence à cramper pendant ses sprints, c'est qu'il y a un souci au niveau du système nerveux. Et en plus de ça, ça permet d'avoir une information sur le profil de système nerveux, parce qu'on n'est pas tous égaux. Je me rappelle que moi, en tant qu'athlète, je fatiguais très rapidement, alors qu'il y en a d'autres qui pouvaient faire des sprints et des sprints sans aucun souci. Donc, l'apparition des crampes peut être un marqueur pour dire que le corps est fatigué. On peut avoir aussi l'apparition de plus en plus de douleurs. Voilà, bizarrement, en période de compète, quand l'intensité est plus importante, je vais avoir beaucoup plus de consultations en lien avec des douleurs non spécifiques, en fait, des douleurs de dos, des douleurs au genou, des choses comme ça qui n'arrivaient pas avant dans la saison. Et on peut aussi avoir des marqueurs au niveau du sommeil. En fait, chaque athlète va avoir vraiment son petit signe qui va traduire en fait un état de fatigue. Euh, Ce que j'aime bien toujours, c'est standardiser. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que juste il a. Enfin, c'est pas juste le hasard. On peut mettre en place des marqueurs, comme on l'a dit. On a parlé de la prise de sang, ou même. Enfin, il y a plein de choses en fait qui permettent d'avoir des marqueurs. Moi, j'aime bien les choses simples, hein. Je l'ai vu en maison de retraite pour vous dire ce test, c'est le grip test. C'est un dynamomètre en fait où on serre avec la main. Ça traduit directement en fait l'état du système nerveux. Ce qui serait intéressant, c'est de le faire, je dis une bêtise, une fois toutes les 2 semaines pour voir à peu près comment ça évolue. Pareil, quand l'athlète dit qu'il se sent pas bien, ça serait intéressant de lui proposer de faire le grip test pour voir, pour pouvoir comparer les valeurs à l'instant T aux meilleures valeurs qu'il a eues dans la saison, tout simplement. Ça pourrait être un marqueur qui permettrait de dire que oui, ok, il me dit qu'il est fatigué, mais il est vraiment fatigué parce qu'à ce test-là, il n'arrive pas à faire un bon score. Même chose, ça pourrait très bien être sous forme de sprint, un sprint sur 10 mètres. On demande à l'athlète de faire un sprint sur 10 mètres enfin, allez, une fois par semaine à l'échauffement. On prend le chrono et on compare au fur et à mesure de la saison. Comme ça, dès qu'on voit que le chrono commence à baisser, hop, tiens, le chrono a baissé la semaine dernière, il continue à baisser. C'est que l'athlète là est un peu fatigué. Voilà. Et encore dans la même thématique, un marqueur qui pourrait être intéressant, c'est aussi du saut sans élan. Il y a plein de manières, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais je crois que c'est approprié. Le saut sans élan et le sprint, c'est deux choses assez simples à mettre en place en début d'entraînement qui permettraient de savoir si l'athlète est réellement fatigué. Intéressant. Bah voilà, Voilà. j'avais raison.
Voilà, je vous l'avais dit dans les autres trucs. Moi, je fais toujours des 30 mètres avec des séquencés tous les 10 mètres, chaque semaine. Et en fait, c'est ce qu'on disait, on avait évoqué le sujet sur la variabilité de l'entraînement et ça permettait aux athlètes de s'auto-gérer et de voir où ils en étaient et surtout d'avoir des repères très personnels. Parce que là, tu vois, tu n'interviens plus sur la programmation, sur le moment T. C'est l'information qui détermine ce que la personne est en train de faire ou pas. Voilà, est-ce qu'elle est plutôt dans un recueil positif ou on est au même palier que la semaine dernière où c'est en train de descendre. Et effectivement, là, c'est un vrai marqueur. Mais tu vois, Julien, moi, quand j'écoutais, là, j'ai noté que sur des sprints, par exemple, tu dis, il y en a qui étaient capables de cavaler, et moi, j'étais pas capable de cavaler. Et en définitive, pour avoir fait les tests de VO2 max ou de VMA avec des prises de lactatémie, des choses comme ça, là, perso, bah, il y a des fois, j'étais sûr de pouvoir cavaler alors que j'étais en train de courir sur place, hein. Donc, Mm. et mon cerveau pensait que, alors que mon corps ne pouvait déjà plus depuis très longtemps. Donc, effectivement, tu vois, pour reprendre ton cas perso, je dirais, bah, ouais, peut-être que le volume, la course, en tout cas, elle était bonne. Par contre, ta charge personnelle d'acceptation du travail, en charge lactique, etc., elle était peut-être, parce que la fatigue, voilà, pour faire, je sais pas si c'est des 60 mètres ou des trucs comme ça ou des 30 mètres, moi, tu vois, t'es pas ultra fatigué. C'est pas des distances qui fatiguent. La répétition, de récupération, l'intensité que tu veux mettre avec le chrono que tu as mis en place sur ce que tu as choisi. Mais normalement, la personne est capable de pouvoir tenir. Après, euh, sur le principe comment dire, des populations qu'on a, est-ce que toi, tu vois plus des gens sédentaires assis? Parce que tu parlais tout à l'heure, c'est un point qui m'interpelle parce que moi, j'ai pas mal de jeunes qui vont en cours et qui sont assis 7 heures par jour Mhm. avec un système, comment dire, un système neurologique qui est souvent en train de s'abaisser tout au long de la journée, avec un corps qui est normalement fait pour courir, choper des trucs à manger, etc. Parce que c'est notre nature propre normalement d'être chasseur-cueilleur et de vraiment faire des choses toute la journée, être proactif. On est des animaux, hein. Et en définitive, là, on n'est plus des animaux, on est des trucs en train de dormir toute la journée, assis sur une chaise. Et nous, en tant qu'entraîneurs, on va les emmener aussi dans une notion très dynamique de l'entraînement, parce que c'est compliqué, sinon, même, j'allais dire, sinon c'est du yoga, mais moi, j'arrive à me blesser en faisant du yoga, donc laisse tomber. Mais pour vous dire, hein, pour vous dire. Mais voilà, donc en définitive, mais parce que le corps n'est pas prêt à le faire non plus, donc Exactement. aussi, voilà. Et j'étais pourtant niveau zéro, intensité zéro, voilà. Et personne âgé. Tous les curseurs étaient au plus bas, j'ai réussi à me faire mal. Donc, bon, Remplissez toutes les cases. voilà, mais c'est pas possible. Le corps vieillit, messieurs, le corps vieillit. Donc, en définitive, voilà. Est-ce que toi, tu vois sur cette jeune population aussi, bah, des choses qui sont marquantes? Et effectivement, parce que c'est une génération qui est de plus en plus sédentaire. Nous, on grimpait aux arbres, on n'a plus le droit. Dans les collèges, on faisait de la corde, même corde à nœud, des agrès, il y en a plus. Donc, derrière, c'est vrai que bah, ça peut peut-être aussi intervenir sur les blessures qui sont de plus en plus récurrentes. Totalement. Là-dessus, il y a, comment dire, un nouveau spécimen qui est apparu, c'est la personne qui s'entraîne tous les jours de la semaine, mais qui est quand même sédentaire. Donc en fait, les gens restent assis toute la journée et n'ont pas d'activité physique propre durant la journée. Par contre, le soir, ils vont s'entraîner 2 heures. C'est un cas un peu particulier. Chez cette population, généralement, on trouve plus de troubles musculo-squelettiques, après de manière plutôt non spécifique. J'ai pas encore pu observer vraiment une différence dans tout ce qui était blessure en lien avec le sport en question. Mais par contre, dans toutes les douleurs qui sont en périphérie du sport, eux, ils sont bien plus sujets aux douleurs que les personnes qui bougent toute la journée, qui marchent, qui ont même un travail actif, tout simplement. Et du coup, tu vois, Beaucoup, Bah, ouais. c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, tu vois, cette augmentation des troubles musculo-squelettiques, ça a forcément aussi un impact sur ce que nous, on peut faire à l'entraînement. Ouais, totalement. Totalement. Tu vois, il faut réfléchir à ce qu'on entend par la préparation physique, qui ne peut pas être que de la musculation. Euh,
l'exigence qu'on doit avoir sur les choses fines et les petites choses pour remettre justement ces corps en mouvement et en ordre de marche, parce que l'idée, c'est aussi ça, on est des disciplines sur lesquelles le mouvement et les impacts qu'on a sont quand même importants, parce que tout se passe au sol chez nous. Donc, si tu n'as pas ce truc-là, bah, c'est assez compliqué. Et quoi, ça interroge forcément sur comment est-ce que je remets ces gens en mouvement et ouais, qu'est-ce que je leur apporte concrètement et pour leur quotidien, mais aussi et dans leur pratique. La dégradation, elle a été ultra forte avec le Covid. Exactement. On a vu des tas de blessures chez beaucoup de gamins qui étaient pratiquants sportifs, hein, et qui venaient, auxquels soit on filait des séances ou pour ceux qui avaient la chance de pouvoir aller s'entraîner. On a vu beaucoup de blessures et des choses qui n'arrivaient quasiment jamais. Mais voilà, sédentarité oblige, hein. Là, c'était allongé, trouble du sommeil. Il y avait ça qui était très important comme marqueur, c'est ce qu'on avait relevé. Problématique accrue du système qui est allongé en permanence. Parce que là, pour dire allongé, pas vautré, parce qu'effectivement, la position assise, elle requiert quand même un peu de gainage. Mais alors, quand tu es allongé, bah, c'est un autre système qui se met en place, hein. C'est plutôt végétatif que dynamique, donc voilà, c'est autre chose. Et en définitive, bah, nous à la perche, on a eu pas mal. J'en avais discuté avec Marie-Zévan GP aussi à la hauteur, elle avait eu pas mal de soucis aussi. Et en définitive, ça rendait dingue parce que c'était quand même des gamins qui étaient proactifs, qui s'entraînaient, comme tu disais, tous les jours. Donc Exactement. normalement, donc C'est lunaire de c'était fou, dire. quoi. Je trouve ça lunaire de dire que ce sont des personnes qui s'entraînent 5 fois par semaine, mais qui sont considérées comme sédentaires. Et pourtant, c'est le cas. Hum. C'est le mode de vie. Et 2 heures, c'est même pas 10% de ta journée. Mm. N'oubliez pas, hein, que les recommandations, je crois, 15 000 pas. Après, on est descendu à 10 000 pas par jour, que c'était 1 heure d'activité physique et qu'on est passé à 30 minutes, hein. Les messages, ils sont décroissants à chaque fois parce qu'effectivement, les populations ne s'emparent pas du sujet et qu'effectivement, derrière, c'est hyper dur de faire bouger les gens. Après, c'est une question d'éducation aussi. Alors, justement, au départ, on comparait un peu sport performance, sport santé. Moi, la remarque que je me fais aussi, c'est que justement l'éducation, parfois, elle peut aussi se faire par le sport performance. Puisque finalement, on a des jeunes, alors là, on va parler des jeunes qui viennent pour la performance. C'est légitime, ils ont envie, c'est ça qui les fait kiffer. Avoir un discours avec eux, dire attention, c'est pas bon pour ta santé, tu verras quand tu auras 60 ans. Bon, on est d'accord que ceux qui écoutent ça, bah, tant mieux. Mais par contre, du coup, moi je pense que on a aussi un levier, y compris par la performance, sur les questions de santé, sur l'intérêt, et ça peut être l'intérêt premier de la performance pour l'athlète, de savoir que finalement, bah, pour performer, il va falloir qu'il dure. Et pour durer, il va falloir qu'il fasse attention. Donc, est-ce que vous, là-dessus, aujourd'hui, vous voyez un levier ou est-ce que on reste plutôt terre à terre, entre guillemets, sur l'exigence de la discipline, l'individu, ou est-ce qu'on peut essayer d'utiliser un peu ces biais-là pour amener l'athlète aussi finalement à être vraiment actif par rapport à sa santé, quoi. Moi, je pense que tu vois, il y a 3 leviers. Le premier, c'est pourquoi est-ce que le gamin il vient? Pourquoi est-ce que tu es là? C'est pour perfer, c'est pour être avec les copains, voilà. Donc ça va déjà être le premier levier. Le deuxième levier, c'est effectivement lui montrer qu'il y a un chemin et qu'il y a tout un process. Et le troisième levier, pour moi, ça va être lui montrer et à la fois l'exigence de la discipline et à la fois lui, où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se situe. Et tu vois, toujours essayer de jalonner un petit peu le parcours. Ok. Et puis petit à petit, eh ben, tu donnes l'autonomie à ça. Mais il faut expliquer les choses. Parce que finalement, le... c'est vrai qu'on est dans une ère d'hypercommunication où l'accès à l'information, elle est accessible et facile finalement quand tu cherches un peu, voire elle arrive même à toi sans que tu le demandes. Mais il y a une multitude d'informations qui fait que tu peux vite avoir un message qui est brouillé. Donc je pense que c'est le rôle de nos structures, qui sont des clubs, enfin de clubs, qui sont des structures de proximité,
de jouer aussi ce rôle-là via ces trois leviers. Le, Et pour te couper, Fred, tu vois ça à quel niveau dans le parcours? Alors, dans le parcours de l'athlète ou du sportif? Euh, ça se fait au quotidien. Peu et importe. à partir de quel âge tu penses que tu peux, entre guillemets, injecter un peu de ça? Dès tout jeune, sans forcément Non, les... mais c'est une vraie question parce que, en fait, Non, quand tu dis un message, il faut qu'il soit clair, quoi. mais Il en faut- vrai, tu vois, tu vois, on est en train de là essayer de mettre une limite d'âge. Mais en vrai, les gamins, les tout petits, ils courent tout le temps. Bah, c'est leur journée, quoi. Mm. Donc, tu vois, voilà. Pourquoi est-ce qu'on est en train de là se dire à partir de quel âge? Non, il faut voir à partir de quel moment il y a besoin d'avoir ces repères. Et j'ai envie de dire, c'est un discours qu'il faut avoir un peu tout le temps. Et là où, alors, c'est quelque chose, je pense qu'il faut aussi être en mesure de pouvoir d'appliquer, c'est la cohérence du message. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, là, on parle de santé, tout ça. euh, de mon point de vue, il est compliqué, à partir du moment où tu encadres des gens dans une activité physique, d'avoir ce message de cohérence, de progression, de prendre soin, et tout ça, si toi-même, tu ne te l'appliques pas. Oh. Aïe. Allez, mec, on peut pas tout faire. Eh, Parfait. vous, vous en êtes à votre deuxième partie de vie, hein. La troisième, Voilà, oui, ce sera différent, ce sera différent. Mais voilà. non, mais après, Non, mais c'est une vraie cohérence. C'est une vraie cohérence. c'est une vraie cohérence, montrer que tu fais quand même attention, tu vois. Ah, Avec je vais te dire, même Fred, je te coupe une seconde. Moi, la vraie cohérence, tu vois, elle passe par leur dire qui est-ce qui s'entraîne, qui est-ce qui est le plus présent à l'entraînement en ce moment? Alors, ils se regardent tous, ils font, moi, je crois que c'est moi. Ah, je dis, non, les mecs, c'est c'est moi. moi. C'est vrai. Et ça, c'est la première chose. Donc, je te laisse continuer, mais tu Ouais, vois, ouais, c'est pas que l'aspect physique. Effectivement, on a tous des contraintes différentes, mais effectivement, la cohérence, c'est, comme tu dis, c'est le principe, déjà la présence et savoir pourquoi on est là. tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'exemplarité, elle se fait pas uniquement dans le discours, mais dans ce qu'on fait au quotidien, montrer qu'on est là au quotidien. Et voilà, effectivement, bon après, avec l'âge, forcément, on a des dispositions physiques qui diminuent grandement, et ça, je le constate aussi à mon humble échelle. Mais voilà, et tu vois, je pense que message-là de l'exemplarité vient renforcer encore plus le discours, sans tomber dans l'empirisme et dans le fait que je sois un gourou ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste avoir Non, de mais la... c'est clair Non, que mais comme ça en tu dis, revient, ça en revient à ce que disait Julien tout à l'heure sur la charge. C'est-à-dire que nous, de façon théorique, hein, ou pratique, on va calculer ou mettre en place les petits éléments qui font que le projet, quel qu'il soit, va pouvoir évoluer. Mais si effectivement il n'y a pas de cohérence dans l'approche qu'a l'athlète de ce projet qui lui est personnel, ça vient, tu vois, tu mets tout de suite des bâtons dans les roues et le projet avance moins ou on prend des risques sur le projet lui-même. Voilà, moi les gens ils me disent, ouais, j'ai pas fait une grosse séance, mais tu as fait une séance et t'es pas blessé. Tu vois, quand je disais la dernière fois sur un peu artiste sécurité, ce soir personne ne meurt, ce soir personne ne meurt, tu vois, au début de l'entraînement, c'est parce qu'on est une discipline à risque et rien ne vaut passer 3 mètres, c'est pas, on va pas mourir pour passer 3 mètres à la perche. Surtout que t'es pas capable de faire de 83 fois de suite. Mais tu vois, la limite, les gens s'imposent. Alors, comme disait Fred, je pense que le biais qui nous tue aussi, c'est l'information à outrance. Tu vas chercher de l'information sur quelque chose qui n'est absolument pas en rapport avec toi, ta personne, mais en rapport avec ta discipline, et tu essayes de te l'appliquer, alors que tu sais même pas ce que tu es capable de faire réellement, et les contraintes que réellement tu as. Tu vois, on en revient vraiment au début de notre débat, qui suis-je? Donc effectivement, les petits tests, comme disait Fred, sont nécessaires à un moment donné, parce qu'effectivement, ou comme disait Julien, parce qu'effectivement, ça te ramène à ta propre nature et à qui tu es. Le rêve, le rêve, il est essentiel. Par contre, le plaisir, comme on l'a dit souvent dans nos podcasts, le plaisir, le sourire et le bien-être priment sur tout le reste.
Donc effectivement, derrière, bah, c'est un mélange savant de la présence de l'athlète, ses capacités, notre capacité à lui proposer des choses adaptées sur son projet et sa condition du moment. Donc c'est vraiment ultra fin, hein. Et alors, data ou pas data, voilà, à nous de garder un maximum d'informations pour avoir ce petit carnet d'entraînement. Et si on parle de l'âge, comme disait Fred, moi je pense qu'il n'y a pas d'âge. La difficulté qu'on a peut-être dans l'athlétisme, c'est que jusqu'à 13 ans, tu joues, et à partir de 13 ans, tu fais de la compète. Et c'est pas du tout la même, c'est pas les mêmes notions d'intensité, c'est pas les mêmes notions d'engagement, aussi bien physique que mental. C'est une autre version. Tu joues et après tu vas te confronter. C'est pour moi enfin, on a quelques repères aujourd'hui dans l'athlétisme mondial là où les mecs à 7 ans ils s'amusent à être performants. Tu vois, on pourrait peut-être se dire ça plutôt que de s'amuser en jouant avec les copains. Voilà, il y a une logique de performance qui ressort quand même dans tout ce qu'on fait. Sauter le plus loin, même quand on a 4 ans, on le fait tous, tu vois. Ou du plus haut, heureusement qu'il y a les parents qui disent stop, parce que c'est risqué, mais une grande majorité des gamins sont susceptibles d'y aller. Après, c'est du comportement personnel, mais voilà, il faut aussi connaître ça. Parce que dans la blessure, il y a aussi le fait de se retenir qui peut intervenir. C'est-à-dire qu'on a des capacités, mais mentalement, physiquement, on n'a jamais été dans cette intention de dépassement. Donc effectivement, le jour où on y va, bah, peut-être que psychiquement, on n'est pas à même de pouvoir mettre toutes les unités motrices, neurologiques à disposition de façon harmonieuse pour que la performance puisse se réaliser. Et donc, ça devient très compliqué. Alors que Frédéric a fait un super travail de préparation avant. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour gagner ou pour aller loin. Et ça, c'est aussi un problème parce que ça crée des contraintes et derrière, c'est d'autres contraintes qui viennent se mettre en jeu. C'est l'acceptation d'un certain nombre de choses ou pas. Et derrière, bah, ça peut amener aussi à d'autres types de blessures qui sont plus profondes. Et peut-être pas que physiques, mais aussi mentales. Donc voilà, mais je pense que de toute façon, l'harmonie générale entre le corps et l'esprit, c'est quelque chose, entre guillemets, de sacré sur lequel il faut avoir des leviers et des points de repère pour chaque domaine. La parole du sage, c'est beau. Oh Euh, là, on- Si, 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 si. On arrive un ça se petit peu au saurait. au bout du temps qu'on s'est imparti. J'ai une question pour Julien. Comment toi tu situes le positionnement, on va dire, des professionnels de santé par rapport, on va dire, à la corporation des entraîneurs? Est-ce que tu vois des choses positives, des choses améliorables, des choses qui sont, voilà, qui sont un peu sur lesquelles on peut pas faire grand-chose? Parce que tout à l'heure on parlait, Christophe parlait de cette expérience Red Bull avec toute la structure. Mais toi, comment tu vois ça, toi, Julien, aujourd'hui, entre théorie et pratique, quoi? Je trouve que, encore une fois, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée, il y a pas mal de rétention d'informations. Alors voilà, encore une fois, ça, ce n'est que mon point de vue. Je trouve que de manière générale, en fait, les athlètes et les coachs ne communiquent pas avec les pros de santé comme si on avait des choses à garder. Et il y a pas mal d'informations qui sont importantes, notamment pour durer dans le temps. Je peux vous citer plein de points super importants que les athlètes n'ont pas, notamment rien que le fait, parce que je ne l'ai pas encore expliqué, mais différencier douleur et blessure, tout simplement. La définition n'est pas super précise, mais pour faire simple, ce qui va différencier entre les deux, c'est la guérison. Typiquement, une blessure, on va avoir un temps de cicatrisation, alors qu'une douleur, on ne le gère pas de la même manière. Je ne sais pas si vous avez cette notion. Mais de manière générale, il y a pas assez de communication. Et je pense que, après peut-être que quelqu'un a déjà pensé, mais ça serait intéressant quand même de faire des espèces de colloques, des réunions entre les coachs et les pros de santé pour essayer de diffuser le plus possible l'information. Parce qu'en fait, je pense vraiment que l'athlète, je dirais même mieux, je pense même que le coach a un rôle vraiment primordial dans la vie de l'athlète. On parlait au début d'athlètes qui veulent faire de la performance et d'autres qui veulent simplement faire du bien-être. Je pense que même l'athlète qui fait du bien-être, euh, comment dire, dépend énormément de son coach en fait, parce que le coach va avoir un gros impact dans sa vie.
Et il va même impacter les autres sphères de sa vie. Typiquement, j'ai passé une mauvaise séance, bah, je vais être moins sympa au travail ou avec ma famille, ou je sais pas, j'ai une bêtise, mais je vous le souhaite pas, mais voilà quoi. Donc le coach doit vraiment être un espèce de couteau suisse avec des compétences, allez, des notions en kinésithérapie, des notions en ostéopathie, des notions en médecine, des notions en préparation physique bien sûr, des notions même dans sa discipline. Et donc pour ça, il faut communiquer. Et voilà, je trouve vraiment qu'on essaie de trop dissocier le monde du sport et le monde de la santé, alors qu'on devrait tous travailler ensemble comme une seule équipe en fait. Ah, D'accord. mais tu vois, Julien, moi, je trouve que c'est l'argument que tu donnes où l'entraîneur devrait tout savoir faire. Je trouve que c'est justement peut-être l'argument qui va faire qu'il n'y aura pas le lien nécessaire. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui croient tout savoir. Ok, Et c'est pour ça que moi je dis chacun son métier. c'est Nous, vrai. on a déjà beaucoup de choses à gérer. Et la partie, enfin moi, parce que j'étais dans des structures professionnelles de sport, donc j'ai vu que un staff, c'est quelque chose de ultra complet qui coûte très cher. Mais c'était du pro, donc il y avait de l'argent. Mais en définitive, voilà, il y avait des réunions, on échangeait, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué avec les gens, tu vois. Des fois, j'arrive même pas à savoir. J'ai des coups de fil en me disant, tiens, je suis allé me faire de la méso, on n'en avait pas parlé. Hmm. Mais parce que ils arrivent à avoir des informations. Tiens, un tel, il a fait ça, il avait le même problème, j'y suis allé, etc. Super. Sauf que effectivement, les périostites, c'est un truc particulier. Mais par contre, quand tu arrives à entraîner les pieds toute la journée, je te dis, bah, ton système musculaire, il n'est pas en place, quoi. Et forcément, tu as des contraintes. Et forcément, l'entraînement vient claquer des problématiques sur tes contraintes. Donc, effectivement, c'est pour ça que moi, j'essaie de pas avoir, en tout cas, mon cas personnel, hein. J'essaie de donner la main aux gens qui savent et communiquer avec eux. Et je pense que c'est beaucoup plus important, en tout cas, et d'apprendre aussi, hein. Mais par contre, je veux pas me prendre le travail des gens parce que Oui, je bien sûr. pense ne pas avoir cette notion. C'est-à-dire que j'ai pas consacré 5 ans, 7 ans de ma vie à ce que toi, tu es en train de faire. Mhm. Et c'est le plus grand respect que je peux avoir pour des professionnels de santé qui vont justement avoir la capacité d'avoir, tu vois, une analyse très large. Moi, je vais avoir une analyse vraiment microscopique sur tout ce que tu fais. Même si au bout d'une cinquantaine d'années, je peux te commencer à te dire, voilà, je vois ça, ça, ça. Mais bon, enfin, aujourd'hui, tout évolue. Et effectivement, les notions que tu as, c'est pas les notions que j'ai pu appréhender il y a une quinzaine d'années. Donc, Mhm. c'est pour ça que moi, je rentre pas dans la logique de tout savoir ou Oui, je comprends. de l'approche, tu vois, partielle de chaque chose. Voilà. Je comprends, mais par contre, j'y vais pas parce qu'effectivement, je préfère que la prise en main soit vraiment globale avec quelqu'un qui a une bonne maîtrise. Si on trouve la personne qui a la bonne maîtrise, c'est encore un autre sujet, hein. Parce que, tu vois, moi, en Euh, étant à l'INSEP, il y avait quand même un mec qui était podologue et il m'avait fait mes semelles à l'envers, hein. Et les mecs, ils voulaient m'opérer derrière, hein. Donc, ouais, non, par des contre, ça, c'est magiciens. Ça arrive, hein. Mais ouais, bah, ça Euh, arrive quand même. il y a certains endroits où ça doit pas arriver. Oui, surtout pas à l'INSEP. Mais du coup, pour répondre, en fait, ce que je voulais dire, c'est juste des notions en fait que les coachs devraient avoir, un petit peu savoir à qui il faut s'adresser, notamment quand on a certains types de problématiques. Est-ce que c'est juste une douleur non spécifique, donc ça va chez l'ostéo? Est-ce qu'on a besoin d'une rééducation, donc on envoie chez le kiné, pourquoi pas même chez le médecin avant? Et en plus de ça, je pense que les coachs doivent avoir aussi un très bon carnet d'adresses. Ça aussi, c'est important parce que quand ils se sentent limités, il faut rapidement orienter vers quelqu'un de confiance qui est capable de faire quelque chose de bien. Je peux donner un exemple, un athlète que je connais. Alors, j'ai oublié le nom du kiné en question, mais Thomas Gogoa, athlète qui est intervenu sur un podcast de kinésithérapeute, donc j'étais très surpris de l'entendre sur ce podcast-là, a témoigné un peu de son histoire. Typiquement, lui, il y a un moment, alors j'ai pas les dates, mais il y a un moment de sa carrière où il se blessait énormément au niveau des ischio-jambiers. Euh, ce qu'il raconte, c'est qu'au bout d'un moment, son coach, je crois que c'est son coach qui a fait appel à un kiné qui est sur Paris, j'ai complètement oublié son nom,
Je sais qu'il travaille sur une péniche dans le 15e en tout cas. Très bon kiné qui fait de la prépa physique, etc. Et qui s'est Hmm. occupé de lui pour cette fameuse histoire. Et j'ai trouvé ça super bien que, malgré la distance, parce qu'il n'habite pas sur Paris, j'ai trouvé ça super bien que je ne sais pas qui dans son entourage ait le contact de l'envoyé et que le coach accepte. Et il expliquait qu'il y avait une très grande communication entre le kiné et le coach. Et je trouve ça super beau. Et oui, c'est Erwan Lecor, je pense, le kiné. Et- Oui, Erwan Lecor, exactement. Bah, parce que le jeune, enfin, Thomas disait dans le podcast qu'il avait songé à arrêter. Et qu'en fait, c'est à partir du moment où il a commencé à faire la rééducation avec ce kiné-là, Erwan Lecor, qu'il a commencé à vraiment performer, qu'il a intégré l'équipe de France. Donc on voit bien que ça tient à rien, en fait, ces histoires. Ça tient à un contact au final. On est d'accord. Malheureusement, c'est un peu ça. On va arriver au mot de la fin. Frédéric, je vais te le donner, parce que sinon on va déborder encore et encore. Avec juste une question pour toi, l'arbitrage, la responsabilité de l'entraîneur par rapport à ces questions-là. Tu la situes, on va dire, si tu devais mettre une évaluation entre 0 et 10, tu la mettrais où? 10, il serait totalement responsable de tout ce qui se passe sur la santé de l'athlète. 0, rien à carrer, pour faire simple. Ah, mais, Et alors, à partir du moment où les athlètes mettent un pied dans le stade, mettent le pied dans le stade, hein, la responsabilité de l'entraîneur, elle est à 12. Voilà. Après, le en dehors, ce que je disais, c'est pas moi qui gère, c'est de l'éducation. Et tu vois, c'est pareil, tu peux avoir des athlètes qui ont des projets ambitieux et réalistes, mais il y a les à côté qui doivent gérer. Et ça, moi, je peux pas le faire pour eux. Je peux pas les prendre par la main pour aller chez le kiné. S'il y a besoin d'un prépa mental, je ne peux pas les prendre par la main pour aller faire le nécessaire pour prendre rendez-vous ou toutes ces choses-là, tu vois. Par contre, à partir du moment où ils rentrent sur le stade, c'est à moi de voir, euh, ok, est-ce que ce que j'ai prévu de faire va être adapté aujourd'hui? Et de remettre tout en question en fonction de l'état dans lequel je les trouve. Voilà. Alors certes, la blessure arrive, on ne peut absolument pas la prévoir, et ça je suis absolument d'accord avec Julien, et personne ne veut blesser personne. Aucun entraîneur n'a envie de blesser quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une pratique de santé ou de performance. Pourquoi nous, quand on fait de la perf, on ne veut pas de blessure? Parce que tu sais très bien que tu vas t'éloigner un peu plus de ton objectif. Parce que la blessure, elle ralentit plus qu'autre chose. Ok. Donc à partir de là, non, il n'y a personne qui a envie de blesser quelqu'un. Cependant, même lorsque cela arrive, on a toujours ce petit sentiment de culpabilité à un moment de se dire, j'ai peut-être pas fait les choses qu'il fallait. oui, d'accord. Vraiment. Voilà. Et des fois, c'est absolument pas le cas. Tu as fait tout ce qu'il fallait, tout était bien, et voilà. Non, non, mais je suis complètement d'accord. En fait, ça rejoint le fait, ce que disait Julien, et après on va conclure là-dessus, bah, qu'effectivement, on peut être pas prédictif à 100%, mais en tout cas, ne pas s'en remettre au hasard. Après, il y a des responsabilités à différents endroits, dans différents moments. Et en tout cas, c'est clair que par rapport à la question qu'on se posait au départ, évidemment qu'on ne peut pas entraîner sans avoir une vision santé, une vision prévention, une vision accompagnement. Et que cette vision-là, bah, effectivement, on a vu à travers les préconisations, en tout cas les conseils de Julien, qu'il y avait des choses aussi qui pouvaient être mises en place et qu'on pouvait essayer aussi de peut-être mettre ses propres routines. Et donc, voilà, moi, je fais un peu la synthèse de notre échange parce on a des... Est-ce qu'on pourrait aussi demander à Julien ce que lui préconiserait dans un monde idéal pour que nous, entraîneurs, on ait le maximum d'informations sur les gens qu'on peut avoir? Quel serait le protocole idéal, Moi, peut-être, je vais, ou... ouais, je vais même aller plus loin et je vais compléter ta question. Toi, Julien, maintenant, avec ta triple casquette d'ancien athlète, ostéo et étudiant en kiné, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir lorsque tu étais athlète, justement, Ouais. concernant tous ces domaines-là de prévention? Et je pense que ce sera un bon mot de la fin. Qu'en penses-tu, Yvan? Moi, Le maestro. tu sais ce que j'en pense. Je pense que ça durerait très longtemps. Donc, Julien, tu as le mot de la fin Oui, pour... je vais avoir le mot de la fin. Plusieurs choses. Déjà, la première chose, ça aurait été de comprendre quels sont les facteurs de risque de la blessure. Donc, je vous ai évoqué les différentes paramètres qui font que j'ai plus de chances de me blesser déjà.
Euh, Parce que à partir du moment où on le sait, on peut un petit peu mitiger ce risque de blessure. Deuxième chose, ce que je vous ai expliqué également, j'aurais vraiment aimé comprendre que la douleur n'est pas forcément en lien avec une blessure. On peut avoir mal sans que le tissu soit abîmé. J'aurais aimé comprendre aussi que à différentes phases de la vie, on n'a pas nécessairement le même entraînement. Quand on est cadet, on ne va pas chercher à développer les mêmes qualités que quand on est senior, par exemple. Je pense que ça aurait fait la différence. Autre chose importante, je pense que un athlète, il a une vie et des fois, il se sent pas bien. Et je pense que j'aurais vraiment apprécié qu'on puisse m'autoriser d'avoir une séance B. Donc, la séance A, c'est la séance qui est prévue. La séance B, c'est une séance un peu plus light. Quand je me sens pas de faire la séance A, par exemple, pour X ou Y raison, je pense que ça, c'est les choses principales. Et surtout, avoir un coach qui ait beaucoup de contacts, mais pour le coup, j'ai eu un coach à un moment qui a eu des très bons contacts. Donc, donc voilà ce que j'aurais aimé savoir. Ok. Et ben c'est parfait. Mais c'est vrai que c'est des bons conseils qu'on peut encore s'appliquer, je pense. Et même tous les coachs peuvent pas forcément tout faire, pas forcément répondre à tout ça, parce que ça dépend des contextes aussi, mais s'en inspirer en tout cas. Bon, je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui, même si on pourrait relancer. Pourquoi pas faire un colloque ou quelque chose un peu plus complet. Mais on va s'arrêter là. Je vais vous remercier tous les trois pour votre participation, vos idées, vos réflexions. Et voilà, une bonne journée à tous. Merci Merci, à beaucoup, très bientôt. Julien, et merci Chris. À plus. Merci, merci. Merci à Merci, vous. Julien.